Je sais qu'un jour, elle va flancher. Ce papier virtuel prouvera d'abord que j'en avais une. D'ailleurs, je le dis en toute modestie, certains de mes intimes la qualifiaient de pachydermique. Alors, pendant qu'elle fonctionne encore rondement, je vais les colliger. Lorsqu'on m'aura mis au trou, que je ne serai plus rien dans la vôtre, les miens, bien que virtuels, auront peut-être une certaine utilité et qui sait, une quelconque pérennité. Elle a tenu promesse. La belle dame est revenue. Annette s'est à nouveau pointée avec son François de Marie, un peu moins taciturne et du coup un peu plus positif. Ouf! Et elle m'a sorti de cette crèche. Mais elle a sûrement entourloupetté pour y arriver. Vous savez? Non, vous ne savez pas. Alors je vais vous le dire. À l'époque, à la fin des années 40 et au début des années 50, dépasser la quarantaine pour une femme qui voulait adopter un enfant, c'était pas une mince affaire. Et si en plus, le mari avait un très sérieux problème d'alcool, alors là, les difficultés jonchaient le chemin menant à une possible adoption. La belle dame, malheureusement pour elle, répondait à ces deux critères. Toujours est-il qu'après de nombreuses tractations, des délais interminables, peut-être raccourcis grâce à des enveloppes brunes glissées à une bonne sœur économe au principe un peu élastique et au silence bétonné, Joseph Évariste Clément a vu les jours se suivre, mais ne plus ressembler à ceux qu'il avait connus depuis son arrivée indésirée sur Terre, tellement qu'il s'est mis à se faire appeler Yves. Fini les dizaines de bambins pleurnichards qui partageaient jour et nuit, 7 jours sur 7, la même pièce que moi. Terminé les dimanches à faire le beau dans une salle pleine de courants d'air, scrutés par des voyeurs qui ne s'entendaient pas sur le sexe de l'héritier à choisir et qui ne savaient peut-être même pas pourquoi ils voulaient avoir un enfant. Dans le temps, comme aujourd'hui d'ailleurs, il n'était pas rare de voir des couples se faire un gamin ou en adopter un pour meubler leur solitude à deux, pour donner un frère ou une sœur à un premier-né, ou pour tenter de rapailler une union en voie d'éclatement. Waouh! Bon, tournons cette page. Que je vous parle maintenant du quartier où j'allais sévir, de ma nouvelle maison, du monsieur et de la dame que je devrais éventuellement appeler maman et papa. Me voici dans la basse ville d'une future capitale nationale. Ma nouvelle maison était jolie mais modeste, sur 2 étages, mais tout de même faisait figure de palace dans ce quartier ouvrier. Et c'est au 2e que j'allais avoir ma propre chambre. Mais il en faut des nuits blanches, des pleurs, des frayeurs, des cauchemars avant d'apprivoiser ce nouvel environnement et une chambre à coucher à soi. Imaginez le temps qu'il faut avant de dire maman ou papa. Tenez, puisque nous y sommes, Monsieur François. C'était un homme bon, généreux, pas très causant comme les hommes de ce temps-là. Il ne savait pas faire un câlin ou dire « je t'aime », ni à sa femme, ni à celui qui vous parle. Il savait, fils de menuisier intuitif et débrouillard, travailler merveilleusement le bois, mais il ne savait pas se faire payer de ses clients. Sa femme, pendant longtemps, fit cette collecte. Il savait montrer à ses employés comment travailler, mais il ne savait pas se faire respecter. Un patron qui chancelle ne peut pas attendre d'un employé qu'il l'aide à se tenir debout. Maudite boisson. François, tout juste avant la mort de son père, avait promis à ce dernier de prendre soin de ses jeunes frères et sœurs. Il tint promesse. Mais pour cela, il s'empêcha de s'exiler temporairement à Terre-Neuve pour y remplir un contrat faramineux pour l'époque, qui aurait fait de lui un entrepreneur très riche et qui aurait assuré la pérennité de sa compagnie. Au lieu de cela,
François a noyé pour le reste de ses jours, et ceux de son entourage, son chagrin dans tous les alcools imaginables. Et le poids de son serment l'a totalement écrasé jusqu'à ce que son entreprise sombre elle aussi dans un océan éthylique. Les torboyaux servaient aussi à saouler ses déceptions amoureuses. La sportive et énergique Annette, qui l'avait tant impressionné au point de la marier, ne pouvait lui faire l'amour et encore moins de descendants. Son sexe était comme celui d'une fillette de 5 ans. La médecine d'antan, semblait-il, n'y pouvait rien. De là, ma venue dans ce couple qui allait devenir au fil du temps de plus en plus tristounet. Lorsqu'il est sobre, ce François pouvait être charmant. Il aimait beaucoup danser. Il devait être beau sur une piste de danse au bras de sa belle Annette. Il aimait beaucoup les musiques des grands orchestres de l'avant et après Deuxième Guerre mondiale. Annette, lorsqu'elle ne chantait pas, sifflait. Pas en public, cela ne se faisait pas dans le temps. On appelait ça des bonnes manières. Annette connaissait tout le répertoire des crooners américains et britanniques de l'heure. Ces apparences de joie de vivre devaient l'aider à masquer ses propres démons et ses profondes tristesses. Un sexe de fillette entre les jambes, ça ne fait pas des enfants forts. Elle le savait, et elle savait aussi qu'elle ne rendrait jamais son François heureux. Un fils, il voulait, pas un enfant. Cherchez l'erreur. Vous savez? Non, vous ne le savez pas. Alors je vous explique. Quand on adoptait un enfant en montant, c'est-à-dire avant la réforme du Code civil dans les années 1970, sur certains documents d'adoption ou sur un acte de naissance, de baptême ou notarié, lorsqu'il y avait changement de prénom, un lecteur attentif pouvait savoir si le bambin avait été adopté ou non. Il était clairement écrit « enfant de » pour un gamin illégitime et « fils ou fille de » pour le fruit de l'amour d'un couple fertile. François n'aurait jamais un fils de. Quoique, lorsqu'il avait un verre dans le nez, qu'il avait honte parce qu'au restaurant ou devant des invités, par exemple, je refusais de manger certains aliments, les oignons, radis, cornichons et autres trucs de ce genre, il me traitait de fils de... Le dernier mot ne s'entendait pas, mais se lisait facilement sur ses lèvres. Les autres insultes qui me tombaient dessus, devant mes insuccès scolaires, dans les sports ou mes incapacités à tenir un marteau ou une scie, ces autres injures moins vulgaires, mais tout aussi blessantes du genre nono, deux piques, insignifiant ou pas d'allure, ces invectives, lorsque je les évoque, me font aussi mal qu'à l'époque. C'est la vie et ses imprévus qui se sont chargés au fil du temps de m'indiquer le chemin à prendre pour tenter de me faire une place dans ce monde. C'est à 80 km de Québec, à Montmagny, au pays de l'oie blanche, qu'on a permis au canard boiteux d'antan de prendre son envol. Mais ça, c'est une autre histoire. À suivre.